Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons expliquer les mécanismes à l'origine du magmatisme des zones de subduction. Donc, en imaginant qu'ici, vous avez la dorsale. La dorsale qui, je vous le rappelle, est un lieu d'accrétion océanique. On va avoir création de notre croûte océanique, comme on a pu le voir dans le chapitre précédent. Cette croûte océanique, il va y avoir un moment où elle va rentrer en subduction. D'accord? Et c'est ce que je représente à cet endroit-là. Donc ici, je vais tout simplement, à cet endroit-là, avoir ce que j'appelle la croûte océanique constituée de basalte et de gabbro. Nous nous intéresserons uniquement dans cette vidéo aux transformations qui vont affecter les roches de la croûte océanique telles que les gabbros. Sous cette croûte, bien évidemment, il va y avoir un manteau. Et le manteau correspond à ce que l'on appelle le manteau lithosphérique. Donc le manteau lithosphérique, constitué de péridotite, fait partie intégrante de la plaque lithosphérique. Ok? Donc nous sommes ici à cet endroit-là. Il se trouve que si on est dans un contexte de subduction, on a vu qu'il y avait 3 marqueurs caractéristiques dans ce contexte de subduction, et notamment l'un de ces marqueurs étant la fosse. Donc, ce que je dessine ici, ce n'est évidemment pas la fosse, mais c'est pour vous montrer l'emplacement de la fosse. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, j'ai l'emplacement du fossé au sein duquel il va y avoir enfoncement de la lithosphère océanique. Il se trouve que à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'endroit de mon fossé, se trouve souvent, dans les documents que vous verrez sur Internet, dessiné une sorte de petit éventail qui correspond à ce que l'on appelle le prisme d'accrétion. Imaginez-vous que ce prisme d'accrétion, c'est l'ensemble des matériaux, des sédiments qui étaient au niveau de cette croûte, mais qui ne se sont pas enfoncés en même temps que cette croûte. D'accord? Donc ça fait un prisme d'accrétion, et ce prisme d'accrétion, c'est souvent ce que l'on appelle le prisme d'accrétion sédimentaire. Ici, j'ai à cet endroit-là, tout simplement, je vais avoir une croûte. Et cette croûte qui est située à cet endroit-là, c'est de la croûte continentale. Et cette croûte continentale, vous vous rappelez de sa composition, nous l'avons vu ensemble. Cette croûte continentale, elle est constituée essentiellement de granit, bien évidemment. Sous cette croûte continentale, je vais avoir quoi? Je vais avoir un manteau. Et je vais avoir ici le manteau lithosphérique situé sous la croûte continentale, sachant que le manteau lithosphérique plus la croûte continentale constitue la plaque lithosphérique continentale qui, dans notre cas, se trouve être la plaque lithosphérique continentale chevauchante. Donc ici, j'ai le manteau asténosphérique et là, pareil, je vais avoir le manteau asténosphérique. Voilà pour la description de la situation. Maintenant, où est-ce que se situe le magmatisme dont on veut essayer de comprendre l'origine? Il se trouve que les roches qui vont tout simplement fondre et être à l'origine de la formation du magma qui va s'évacuer au niveau des zones de volcanisme de subduction, elle est située tout simplement à cet endroit-là. D'accord? Donc on peut localiser la zone de fusion caractéristique du magmatisme. Donc la zone de fusion partielle des roches de péridotite, elle est ici. Donc ici, à cet endroit-là, il va y avoir fusion partielle des roches de péridotite. D'accord? On a vu que le magma, ça c'est la zone de fusion partielle. On est entre 80 et 140 km de profondeur. D'accord? C'est la zone de fusion partielle des péridotites du manteau. Sachant que on va essayer de comprendre l'origine de cette fusion partielle. Cette fusion partielle, elle ne se fait que si les péridotites sont hydratées. Ce qui veut dire que l'eau doit venir de quelque part. Mais d'où vient cette eau? Elle vient de la transformation
et de la déshydratation des roches de la croûte. Ce qui veut dire qu'au départ, les roches de la croûte, elles étaient hydratées. Au tout départ, les roches, au fur et à mesure de leur formation, se transforment via ce que l'on appelle le métamorphisme hydrothermal. Ce métamorphisme hydrothermal conduit à la formation de roches appartenant au faciès schiste vert. Ce faciès schiste vert, c'est tout simplement un faciès dans lequel on va avoir des roches que l'on appelle tout simplement des métagabbros à chlorite et actinote, que l'on appelle aussi schiste vert, d'accord, à chlorite et à actinote. Si on observe la formule, si on observe la structure cristalline de la chlorite et de l'actinote, on s'aperçoit tout simplement que ce sont des roches qui vont avoir une caractéristique, c'est qu'elles sont des minéraux hydratés. Au fur et à mesure de l'enfoncement de ces roches dans le manteau et donc de l'augmentation de pression, ces métagabbros à chlorite et actinote se transforment et les minéraux formés apparaissent, des minéraux formés caractéristiques tels que le glaucophane apparaissent. On est alors dans un autre faciès que l'on appelle le faciès schiste bleu. Et là, on va avoir dans ce faciès schiste bleu des je vous rappelle que méta voulant dire métamorphisme, des métagabbros à glaucophane. Le glaucophane étant un minéral de couleur bleue, aussi bien à l'œil nu qu'au microscope, caractéristique de ces métagabbros à glaucophane dans le faciès schiste bleu, c'est-à-dire dans le domaine de stabilité particulier. Le glaucophane est également un minéral hydraté. D'accord ? Donc on peut le représenter comme ça. La chlorite, l'actinote, le glaucophane sont des minéraux hydratés. Et il est important de comprendre ça, puisqu'encore une fois, on cherche à savoir comment la fusion partielle va pouvoir se faire à cet endroit-là, sachant qu'elle nécessite une hydratation. Donc ces minéraux, lorsque la plaque, les roches de la croûte continuent de plonger, il se trouve qu'une dernière transformation a lieu, permettant l'apparition de nouveaux minéraux comme le grenat et la jadéite. Le grenat et la jadéite étant des minéraux caractéristiques du faciès éclogite. Donc grenat et jadéite. Le grenat et la jadéite ne sont pas des minéraux hydratés, ce qui sous-entend qu'il y a eu ce qui sous-entend tout simplement qu'il y a eu au moment de la transformation du métagabbro au glaucophane en éclogite, il y a eu libération d'eau. On parle dans ces étapes de métamorphisme de subduction, il y a eu déshydratation. Donc je peux tout simplement le figurer ici. Il y a eu à ce moment-là déshydratation et libération des molécules d'eau vers le manteau de la plaque chevauchante. Du fait de la libération d'eau vers le manteau de la plaque chevauchante, il y a eu possibilité tout simplement de fusion. Je vous rappelle que si je représente ici la température, ici la pression, et si je représente deux types de courbes avec le solidus sec et ici le solidus hydraté des péridotites, on constate que le géotherme de la zone de subduction, ici c'est le géotherme de la zone de subduction, coupe uniquement le solidus hydraté et que la zone de fusion partielle se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire entre 80 et 140 km de profondeur. Donc j'ai eu libération d'eau
du fait de la transformation métamorphique ayant entraîné le passage d'un méthacarboglucophane à un éclogite contenant du grenat et de l'éclogite. Mais qu'advient-il de ce magma? Qu'advient-il de ce magma andésitique? Ce magma andésitique est un magma initial qui va au fur et à mesure migrer. Une partie de ce magma va se retrouver libérée en superficie pour donner des roches correspondant tout simplement à des roches volcaniques qui cristallisent rapidement en superficie. Ce type de roche qui peut être formé en superficie, donc à des températures très faibles, correspond à ce que l'on appelle des andésites. J'en pose une à cet endroit-là. Donc ça, c'est un exemple d'andésite. D'autres types de roches, lorsque le magma remonte en surface, peuvent également des roches volcaniques peuvent être formées. Elles correspondront dans ce cas à ce que l'on appelle tout simplement des rhyolites. Donc en voici un élément. Donc je peux écrire ici rhyolite. La composition de ces deux types de roches n'est pas la même, étant donné qu'au fur et à mesure que l'on va arriver en surface, il va pouvoir y avoir contamination, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont pouvoir venir s'ajouter dans le magma qui remonte en surface et qui peuvent changer la composition du magma éruptif. D'accord ? Donc ici, on a affaire à cet endroit-là, on a affaire avec des petites particules, on a affaire à ce que l'on appelle un volcan explosif, dû à la richesse en silice, qui est tout simplement due à la richesse en silice du magma qui arrive en surface seulement. Et vous le savez, toutes les roches ne parviennent pas en surface. Certaines des roches cristallisent en profondeur, et cette cristallisation en profondeur entraîne la formation de roches magmatiques plutoniques, comme par exemple les granitoïdes. Sachant que parmi ce que j'appelle les granitoïdes, il va y avoir la diorite, ici, qui est un exemple de granitoïde. Vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup au granit, ce qui fait que on dit que dans une zone de subduction, il y a formation de roches magmatiques plutoniques, constitutives justement de la plupart des terrains continentaux. Et c'est pour ça qu'on dit que le volcanisme des zones de subduction correspond à ce que l'on appelle une zone d'accrétion continentale, roches magmatiques, tandis que rhyolite et andésite sont des roches magmatiques volcaniques à texture microlithique et sont issues d'une éruption tout simplement d'une éruption en surface rapide et d'un refroidissement rapide également des roches et d'un refroidissement également rapide des roches en surface. Donc voici sur ce schéma un résumé des conditions qui permettent de faire le lien entre la subduction d'une plaque océanique en profondeur et le volcanisme des zones de subduction, lui-même en lien avec l'accrétion océanique. Donc voici le bilan du mécanisme de volcanisme des zones de subduction.